Les vraies voix Sud Radio. Il a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment. C'était la télévision malienne hier. Le moins qu'on puisse dire est que 9 ans après l'intervention au Sahel, baptisée Serval avant d'être baptisée Barkhane, la situation reste pour le moins compliquée. La semaine dernière, la France rendait hommage au brigadier chef Martin du 54e régiment d'artillerie de Hyères, qui était le 58e soldat français tué lors de ces opérations. Hier, la junte militaire malienne a annoncé l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, une décision dont la France a, je cite, pris note en rappelant son ambassadeur pour éviter un départ humiliant. Une junte militaire avec qui le ton est monté, vous l'avez entendu sur le journaliste ces dernières semaines, en particulier avec Florence Parly qui avait déclaré mardi dernier que la junte multipliait les provocations, et Jean-Yves Le Drian qui jeudi dernier avait qualifié la junte d'illégitime et l'avait accusé de prendre des décisions d'irresponsables après que les autorités maliennes aient repoussé les forces spéciales danoises du Mali. D'où notre premier débat. La France doit-elle se retirer du Mali? Vous êtes 93,5% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis. Bonjour Philippe, et à tous nos amis. Devons-nous protéger un régime militaire putschiste alors que nous étions partis protéger un régime dont le président, en janvier 2013, Dioncounda Traoré avait une certaine légitimité, puisqu'il avait été mis en place par la communauté des États africains pour organiser des élections démocratiques remportées en août 2013 par Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, déjà, l'opération que nous avons engagée il y a 9 ans n'était pas là pour défendre le régime malien, quel qu'il soit, légitime ou pas, mais pour défendre les Maliens eux-mêmes, qui sont victimes des organisations terroristes, qui se fichent éperdument, si vous m'autorisez cette familiarité, de savoir qui est au pouvoir. Et c'est pas parce qu'il y a des militaires putschistes qui vont arrêter les attentats. Au contraire, ils les perpétuent. En tout cas, ils ont dit qu'ils restaient illégitimes. Donc, est-ce qu'il faut rester au Mali pour défendre la sécurité des Maliens? C'est une vraie question. Est-ce que les autorités maliennes souhaitent que nous restions? Ça, évidemment, la décision donc d'un rappel d'un ambassadeur n'est pas anodine. Elle vient dans un contexte d'une tension très vive. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, en septembre dernier, avait accusé la France de l'avoir abandonné en plein vol, laissant augurer l'installation de nouvelles forces. Les supplétifs de la société militaire Wagner sont arrivés dans cette logique, dans cette légitimité. Et bien évidemment, on a entendu durant ces 2 dernières semaines, mais tout va très vite en Afrique. Vous avez évoqué malheureusement le décès du 58e militaire français. Il y a une semaine, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso. Et alors que nous parlons aujourd'hui, il y a un coup d'État dans le pays voisin de la Guinée-Bissau. Donc, et il y en a eu un il y a quelques mois au Tchad. Alors, il y a eu, non pas un coup d'État, mais une succession adémocratique suite au décès du père de l'actuel président, donc Mahamat Déby, son père, mais encore un pays ayant été tué en avril en 2019. Mais il y a par contre eu un coup d'État entre les deux, en septembre dernier, en Guinée-Conakry. Christophe Madrol, faut-il qu'on se retire du Mali ? Sincèrement, je le pense pas. Comme le dit Emmanuel très justement, et merci pour ton analyse Emmanuel, on n'est pas là pour protéger un gouvernement, on est là pour protéger une population. Et pour protéger peut-être aussi nos intérêts, non ? Nos intérêts au Mali, ça se joue puisqu'on sait très bien que la recomposition des terroristes qui aujourd'hui poussent à la haine se construit aussi dans cette région du monde. Et donc être absent et se retirer, c'est laisser la place à la montée d'un islamisme qui risque de nous arriver directement à travers ensuite la Tunisie. Il faut bien se dire que la reconstruction de ces groupes armés au Mali, après ça part vers la Tunisie parce que la Tunisie aussi a un gouvernement fragile aujourd'hui, et après on arrive directement sur la Méditerranée et on risque, si on ne protège pas nos arrières, le Mali par exemple, on se retrouve dans une situation où le terroriste peut arriver en Tunisie et ensuite en France. Emmanuel Dupuis, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Partiellement. Pour une raison conjoncturelle. Il y a quelques semaines, c'est passé un petit peu sous les radars médiatiques, les 2 principales organisations que nous avons en face de nous, donc nos adversaires, l'État islamique dans le Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le premier ayant prêté allégeance à Daesh assez tôt finalement, dès 2015, et le second ayant prêté allégeance à Al-Qaïda, en fait fusionnant toutes les organisations, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Muad'Dib et Al-Sardine. Bref, ils ont fait un communiqué en disant mais
le territoire national, et l'Europe n'est pas du tout notre cible. Notre cible, c'est de reprendre le pouvoir au Mali et de chasser un gouvernement illégitime, à l'époque avec Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui-même a été déposé en août 2020. Mais là où Christophe a raison, c'est effectivement que la justification d'une intervention autorisée par une résolution des Nations Unies n'est pas pour défendre nos intérêts. Accessoirement, ils sont très faibles au Mali, ils sont un peu plus prégnants au Niger, pour la question évidemment de l'uranium, mais c'est effectivement aussi le fait d'exister sur la scène internationale. Nous avons 10 000 hommes qui sont projetés sur le continent africain. Si ces 10 000 hommes ne sont pas utilisés pour faire en sorte que la démocratie prévale ou que la situation sécuritaire ne s'envenime pas, à ce moment-là, il faudrait qu'on justifie la présence encore de ces hommes, le prépositionnement de nos forces au Gabon, en Côte d'Ivoire, à Djibouti et au Sénégal. Je ne dis pas que nous sommes là pour remplacer ce que les Africains ne font pas eux-mêmes, mais c'est quand même un peu une réalité. Caroline Pilastre. Oui, c'est une poudrière, mais moi je voudrais vous entendre sur une rumeur qui court de plus en plus. On a entendu dire que la junte avait lancé un appel aux mercenaires proches du Kremlin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors, Wagner. Appel aux mercenaires, oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité qu'il faut analyser de manière plus globale, puisque en fait Wagner, la société militaire privée, n'est pas que présente au Mali, elle est présente dans 14 autres pays africains. Donc ça, c'est une vraie réalité. Il y a pratiquement 2000 mercenaires qui sont russes, donc de cette société militaire privée russe, Wagner, qui sont présents en Libye. Il y en a à peu près autant en République centrafricaine, il y en a au Mozambique, il y en a au Rwanda, il y en a un petit peu partout, et désormais, il y en a au Mali. Le gouvernement malien ne justifie pas la présence des mercenaires russes, mais justifie le fait que depuis juin 2019, il y a un accord de défense qui la lie à la Russie. D'ailleurs, il y a 21 autres pays africains qui ont des accords de défense avec la Russie, et qu'après tout, le Mali, qui est un État souverain, a le droit de contracter avec qui il veut. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. On attaque la présence de Wagner, qui est sans doute une réalité, mais on ne dit pas grand-chose sur le fait que, en gros, les Maliens sont en train de travailler avec les Russes, alors qu'ils travaillent en même temps avec nous. La Russie a bien livré 4 hélicoptères Mi-17 l'été dernier. Et en dehors des troupes françaises qui aident à lutter contre le terrorisme avec les troupes maliennes, est-ce que vous pensez que le Niger et le Burkina Faso, qui ne veulent plus nous, en fait, sur leur territoire non plus, ils ne veulent plus de base arrière, peut être un danger supplémentaire ou pas pour la France ? Alors c'est déjà un danger supplémentaire parce qu'il faut que les auditeurs de Sud Radio aient à l'esprit qu'il y a encore 5100 militaires français qui sont dans des pays qui sont enclavés. Donc à un moment ou à un autre, il faut les faire sortir. Le gouvernement algérien refuse d'autoriser le survol de son espace aérien. Les pays en question sont désormais, pour 2 d'entre eux, des régimes putschistes, le Burkina Faso et le Mali, sous sanctions internationales et sous sanctions de l'organisation régionale, la CEDEAO. Donc fermeture des frontières et donc fermeture de l'espace aérien. Les pays sur lesquels nous nous appuyons, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana, vous avez mentionné le Niger, sont très fragiles. Et il pourrait y avoir des coups d'État. Donc la situation, c'est comment fait-on, alors que le président français, et je termine d'une phrase, a décidé que nous devions redéployer notre dispositif, donc le réduire de 5100 à 2500, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce guêpier ? Jean Doridou. Non, mais écoutez, tout ça, c'est passionnant. C'est très compliqué de répondre à cette question. Est-ce que la France doit quitter le Mali ? C'est un vrai la France, souci. c'est l'armée française, bien évidemment. Certes, bien sûr. Oui, merci de le rappeler, oui, quand même. Maintenant, cela dit, c'est un fait que tous ces pays, quand même, soient indépendants. C'est pas si vieux que ça, dans le fond. Et on se rend compte d'abord que, voilà, la démocratie, ça marche pas. Ça, c'est quand même un fait. C'est quand même terrible, quoi, de se dire, quand même, que toutes ces populations, voilà, on n'arrive pas, 60 ans après, à avoir des régimes à peu près d'aplomb. Il y aura 2,5 milliards d'Africains en 2050, donc vraiment la démographie, c'est là que ça se passe, c'est l'avenir, même pas de l'Europe ou de l'Afrique, c'est l'avenir du monde qui se joue en Afrique, avec justement des régimes, ça a été rappelé par Emmanuel, extrêmement instables. L'idée qu'il puisse y avoir une espèce de califat comme ça, qui retrouve finalement un territoire, parce que Daesh, c'était le souci, c'est qu'ils avaient fait un État, parce qu'ils avaient une terre, avec du coup le pétrole, avec l'argent, avec tout ça, et c'est vrai que la perspective, avec 2,5 milliards d'Africains dans quelques années, d'un califat, avec l'argent que ça peut générer, d'avoir un État pour soi, c'est vrai que ça,
c'est absolument effrayant. Et donc après, oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester, ne pas rester? Dans quelles conditions? Pourquoi faire? Le monde entier est en Afrique. Les Russes à travers Wagner, certes. Israël est en Afrique. La Chine est en Afrique. Tout le monde est en Afrique. Et du coup, la question, c'est comment faire, de charité bien ordonnée commence par soi-même, pour quand même protéger nos billes, protéger les populations les plus fragiles, sans faire trop de dégâts. Et pour le Niger, nos approvisionnements en uranium. Et oui, vous avez raison de rappeler que la question démographique est importante. 2,5 millions en 2050, 2,5 milliards en 2050. À la fin du siècle, il y aura 4 milliards d'habitants. Il y aura autant d'habitants en Afrique qu'en Asie. Avec, sur les 10 pays les plus peuplés, 7 qui sont africains. Le deuxième pays le plus peuplé au monde ne sera pas l'Inde, ce sera le Nigeria. Et quand on 7 enfants par femme en moyenne au Nigeria. Le Niger. Par contre, le Nigeria est plus peuplé et effectivement, le Nigeria aura plus d'habitants que l'Inde. Donc, imaginons ce que cela va occasionner. Là, vous avez raison aussi, c'est de dire que finalement, tout le monde s'intéresse à l'Afrique, de longue date, avec des pays qui s'y intéressent de plus fraîche date, Israël, l'Iran, les pays du Golfe. La Chine. De longue date. De longue date, oui. De plus fraîche date par rapport aux pays que j'ai mentionnés. On pourrait aussi évoquer le fait qu'il y a un retour d'intérêt des États-Unis. Ça veut dire qu'on est en concurrence. Et là-dessus, il ne faut pas partir du principe que nous sommes dans une logique du précaré ou des pays du champ, comme on le disait auparavant. Nous ne sommes plus les seuls. Nos partenaires européens sont aussi très offensifs économiquement. Le premier partenaire du Maroc, c'est plus la France, c'est l'Espagne. Oui. La France a perdu ses parts de marché en Afrique massivement. Dans quasiment tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Niger. Je voudrais vous poser une question avant de redonner la parole aux vraies voix. On a parlé de Wagner, les mercenaires russes. Ça rappelle un peu les mercenaires américains en Irak de la société Blackwater. Est-ce que quelque part maintenant, on n'est pas dans la privatisation des opérations militaires qu'on n'a pas envie de faire avec son pays pour pas avoir de problème au niveau international, Emmanuel Dupuis? Oui, c'est ce qu'on appelle l'externalisation. Oui, ça va bien dans une entreprise, mais pour faire la guerre, c'est dit plus vertueusement, si j'ose dire, mais c'est effectivement dit plus négativement, la mercénarisation d'un certain nombre d'opérations. On peut le comprendre, vous avez mentionné le fait que la France a perdu, hélas, son 58e soldat la semaine dernière, qu'il y a 200 casques bleus qui ont perdu la vie depuis la plus grosse opération financièrement parlant, qui est la MINUSMA, 1,2 milliard de dollars par an, et que, il faut aussi le rappeler, il y a eu l'année dernière 2500 Maliens qui ont perdu la vie, et il y a eu 1500 militaires maliens depuis le début de ce conflit. Donc, d'une phrase, vous avez raison, il ne faut pas s'étonner que les grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la Turquie, la Russie, au lieu de mener le combat directement contre les groupes armés terroristes, le délèguent à des sociétés militaires privées. On l'a vu en Irak, en Afghanistan, et on le voit actuellement sur le continent africain. Pardon, j'ai une question un peu naïve, parce que quand j'étais gamin, il y avait Bob Denard, qui était mercenaire, et qui bossait pour la France, manifestement. C'était non mercenaire, oui. Oui, mais alors du coup, ils sont où les mercenaires français? Il y a une loi qui interdit le mercenariat, qui a été votée par le Parlement en 2003. Donc il n'y a plus de sociétés mercenaires françaises. Et pour les Russes et pour les Américains, elle ne marche pas, cette loi. Ah oui, d'accord. Christophe Madrol. Oui, j'ai une double question, en fait. Premièrement, est-ce qu'on peut imaginer régler tous ces conflits sans qu'il y ait un gendarme mondial? Les États-Unis avaient ce rôle-là pendant des années. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu la foire d'empoigne entre la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, qui aussi intervient dans de nombreux pays africains en mettant la France de côté. Alors l'Europe, là, on peut en parler. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Le rapport de force aujourd'hui, il n'y a plus de gendarme international. Tout le monde se fiche de n'importe qui. Et là, la prime, c'est au rapport de force permanent. Deuxième question, c'est moi ce qui m'inquiète en voyageant dans de nombreux pays africains, et j'étais à Djibouti il n'y a pas longtemps, c'est l'absence de l'Agence France Développement. J'ai l'impression que l'AFD, qui est censée porter la politique de partenariat de coopération vis-à-vis des pays en voie de développement africains et autres, est absent vis-à-vis aujourd'hui de la Chine, d'Israël, au niveau de l'URSS ou de d'autres pays. J'ai l'impression qu'on arrive même après l'Allemagne. Souvent, je vois qu'il y a des parts de marché qui sont pris par les Allemands au détriment de nos investissements français. Vous voyez, Emmanuel, c'est... Oui, non, mais je partage tout à fait votre avis. Je commencerai par la dernière partie. Il est devenu un peu politiquement incorrect de dire l'Agence française de développement. D'ailleurs, les Africains ne veulent absolument pas avoir l'impression que nous sommes là pour les aider à se développer. Ce fut d'ailleurs le narratif, comme on dit maintenant, du dernier sommet Afrique-France. On n'a pas voulu l'appeler le sommet France-Afrique. Oui. Et c'était bien à Montpellier que s'est tenue cette 28e édition de cette relation bilatérale France-Afrique, mais enfin, qui est une réalité. Et tous les Africains ont dit exactement la même chose, en disant, vous n'êtes pas là pour
nous aider à nous développer, vous êtes là pour accompagner notre co-développement qui, accessoirement, est beaucoup plus structuré avec des acteurs privés. L'aide privée au développement est 10 fois supérieure à l'aide publique au développement dans tous les pays du monde. Et bien évidemment, en tenant compte du fait que ce qui accompagne cette logique de la moindre présence de l'AFD est une forme d'atrophie de l'accompagnement de nos entreprises qui ne sont plus aussi offensives qu'elles l'ont été vis-à-vis des marchés africains. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez raison de mentionner que les entreprises allemandes, espagnoles, italiennes sont beaucoup plus présentes parce qu'elles sont beaucoup plus dynamiques. Dernier point par rapport à la question de l'hégémonisme autrefois qui garantissait la paix durant la guerre froide, les États-Unis contre l'Union soviétique et ensuite contre la Russie et désormais contre la Chine. Sur le continent africain, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'ONU a totalement été incapable de gérer et de régler les conflits africains depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années. La plus vieille opération des Nations Unies sur le continent africain, c'est celle qui n'arrive pas à trouver une issue au conflit au Sahara occidental. Oui, bien sûr. Donc plus de 40 ans. Donc la preuve en est, et je termine d'une phrase, que si les Américains ne sont plus l'incarnation d'un progressisme ou d'une forme de sécurité acceptée ou une sécurité reconnue, si la Russie apparaît dans une logique de dérivation ou de remplacement des États-Unis, si l'ONU est incapable d'assurer la stabilité, le jeu est très ouvert en Afrique et il se peut que d'autres acteurs, comme la Turquie, comme l'Iran, comme Israël, viennent remplacer les grands acteurs qui étaient les États-Unis et la Russie. Caroline Pilas. Oui, justement, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure et ma question était... Est-ce que si on rapatrie nos troupes, on va avoir un Afghanistan bis là-bas avec un État islamique qui sera extrêmement fort, renforcé et tout ce qui a trait au djihadisme et qui sera terrible pour la population locale qui va rester aux mains de ces extrémistes. C'était un des arguments de François Hollande au moment de l'intervention Serval en janvier 2013 qu'on aurait un Afghanistan aux portes de la France. Oui, alors c'est effectivement le titre d'ailleurs d'un ouvrage d'un de mes amis qui s'appelle Serge Mikhailov qui a évoqué un Sahélistan en faisant la part des choses, mais quand même en rappelant les communalités. Je suis pas certain que si nous partons, on sera dans la configuration de la chute de Bamako, comme on a pu avoir la chute de Kaboul, avec les talibans qui ont pris le pouvoir en 10 jours. Pas tout à fait. Premièrement parce que la négociation entre les groupes armés terroristes et le gouvernement malien se fait. Deuxièmement, les doléances sont très complexes. Vous avez des salafistes, vous avez des heurts intercommunautaires, vous avez des prédicateurs qui veulent voir émerger un agenda Peul contre un agenda Touareg, vous avez des groupes armés non terroristes Touareg qui ne reconnaissent pas très peu la légitimité du gouvernement central. Donc en fait, il y a une kyrielle de demandes qui fait qu'il y aura sans doute pas un Malinistan, si vous voulez, pour jouer sur les mots. Mais il y aura sans doute une déstabilisation du gouvernement malien, qui plus est, qui s'est donné une forme non constitutionnelle en procédant à un coup d'État. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que les autorités en question, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, veulent faire pour éviter cette perspective. Et de ce point de vue, il y a une césure qui s'est faite entre certains pays, le Mali et le Burkina, avec des militaires à leur tête, qui souhaitent dialoguer avec les djihadistes, donc qui veulent sans doute accélérer, pour cette même raison, le départ des troupes étrangères sur leur territoire. Alors que le Niger s'y refuse. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Premier débat, la France doit-elle se retirer du Mali? Vous êtes 92,7% à dire oui. Vous voulez réagir? Non, pas vous voulez réagir. Vous voulez, la chronique présidentielle de Philippe Rossi? Bien sûr. Eh bien écoutez, c'est tout de suite et je pense que comme d'habitude, on va bien s'amuser.